Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme engagée qui porte des causes qui lui sont chères au travers de ses projets. Elle est présidente de l'association Malagasy Women Empowerment, qui compte aujourd'hui plus de 200 bénévoles et plus de 20 partenaires impliqués. Elle est aussi la fondatrice de Solidaire, un incubateur pour accompagner les femmes à développer leurs projets de solidarité en France et à l'international. Oui, rien que ça. Audrey est une femme aux multicasquettes qui nous partage son parcours, ses prises de conscience et son choix pour un modèle encore peu connu, celui de l'entrepreneuriat social. Mais qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat social? On le verra plus en détail dans cet épisode, mais les entrepreneurs de ce nouveau genre s'attaquent aux problèmes sociaux majeurs et solutionnent par des idées nouvelles pour un changement à grande échelle et en convainquant la société d'évoluer dans une direction différente. Audrey en fait partie. Elle casse les codes et a décidé de façonner sa vie pro autour de ses engagements. Je vous laisse donc avec notre échange riche en enseignements. Hello Audrey, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir ici sur le podcast. Je sens qu'on va apprendre plein de choses sur toi et sur l'entrepreneuriat social, donc je suis trop contente. Moi aussi, je suis super contente. Franchement, je suis ravie de pouvoir participer à ton podcast et puis de partager aussi sur mon expérience, voilà, mes moments, etc. Eh bien, justement, pour commencer, j'aime bien poser la question de te demander, tout commence par un rêve. Quel est le tien, Audrey? Ah bah super question. Bah moi, mon rêve, vraiment à la base depuis que je suis petite, c'est que je voulais être chef d'entreprise. Je savais pas dans quoi, je savais pas comment, mais je voulais vraiment être chef d'entreprise. C'était vraiment cette idée en fait de pouvoir, diriger des équipes, avoir de la créativité, développer des idées. C'était vraiment, mon type de rêve et puis un autre rêve, que je garde un peu pour moi, mais non, je rigole, je vais vraiment le partager, mais un rêve, aussi qui me tient à cœur, c'est d'être exploratrice. National Geographic un jour dans ma vie, pourquoi pas? Il y a ça aussi. Génial. Du coup, ce que je peux voir quand même aujourd'hui, c'est que tu as un petit peu mélangé tes rêves avec ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu fais, tes multicasquettes, qui tu es et voilà ce que tu fais? Ça marche. OK. Alors moi, je suis Audrey et je suis présidente d'une association, pour le droit des femmes à Madagascar et dans les diasporas. Donc c'est mon activité aussi qui prend, beaucoup de place dans mon temps. Ensuite, je suis, fondatrice d'un incubateur féminin de projets de solidarité à l'international, donc qui vise vraiment à accompagner des femmes issues de la diaspora, qu'elles sont, de la première génération, donc les étudiantes ou les travailleuses, qui viennent en France ou en Europe et les femmes qui sont issues de deuxième génération, donc dont les parents ou les grands-parents sont venus, avant elles. Voilà, donc c'est vraiment, le type d'activité que j'ai. Ensuite, à part ça, ben, je crée des vidéos YouTube. C'est pas forcément un truc dont je parle tout le temps, mais c'est une petite passion à côté aussi que je développe en même temps. Donc, tu es à la fois entrepreneur et à la tête d'une association. Donc, tu as mixé l'exploration, comme tu as dit, et une cause importante pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission aujourd'hui pour toi en tant que femme? Oui. Alors pour moi, vraiment, ma mission de vie, je dirais, c'est, vraiment de porter la voix des femmes qu'on n'entend pas et de pouvoir, du coup, ben, porter la voix aussi des femmes qui ne peuvent pas parler. Donc c'est pour ça que je crée, 2 initiatives qui sont très tournées autour de la femme, parce que j'ai l'impression justement que, on est face à un monde où parfois on est un peu, du coup, passé sous silence. On n'est pas forcément visible, il y a des injustices aussi auxquelles on fait face au quotidien, dont je pense qu'il est important du coup d'en parler, quoi.
Tu nous as expliqué que tu étais à la tête d'une association et que tu étais aussi la fondatrice de Solidaire, en fait, tu l'as pas dit, mais d'un incubateur au féminin pour accompagner l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux Oui. nous dire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi, entrepreneuriat social, d'autant plus qu'on en entend de plus en plus parler, et s'il y a des différences avec entrepreneur responsable ou entrepreneur à impact? Pour moi, l'entrepreneuriat social, en général, c'est vraiment, de créer des activités économiques pérennes, impactantes, qui sont au service de la communauté. Donc c'est soit, ben, à vocation, sociale, donc au service de la communauté, de dans la vie quotidienne, qui peuvent servir, les communautés les plus vulnérables ou pas et la vocation environnementale, donc qui seront, des initiatives autour de la réduction, des gaz à effet de serre, autour des objectifs du développement durable et par rapport à ta question, donc pour moi, l'entrepreneur responsable, ça peut être une personne qui n'a pas forcément une activité dans l'entrepreneuriat social, donc qui n'a pas une activité, purement à vocation sociale, mais qui a des comportements responsables, notamment des branches RSE qui sont hyper fortes, une participation qui est active au niveau des politiques environnementales ou sociales ou aussi, je dirais, des entreprises qui reversent leur chiffre d'affaires à d'autres associations, à ou d'autres entreprises qui, elles, sont, solidaires. Et ensuite, ben, l'entrepreneur à impact, c'est vraiment cette personne qui prend le pari et qui prend la responsabilité de créer une structure qui est vraiment dans l'entrepreneuriat social, qui, dans son essence même, je dirais, ben, mêle carrément, la thématique de l'économie et du social, et qui vont ensemble du coup, vers du coup ce point, final qui est, rendre une activité, ben, pérenne et puis viable et rentable. Et du coup, toi, où est-ce que tu te situes parmi les trois alors? Je me situe vraiment comme une entrepreneuse, sociale, donc vraiment entrepreneuse engagée même je dirais, parce que j'ai des positions qui sont assez strictes, qui sont que, moi je suis vraiment pour, la réduction des gaz à effet de serre, je suis vraiment pour la politique, je suis vraiment pour des politiques, décoloniales par exemple, je suis vraiment pour des politiques, féministes, antiracistes et ça se sent beaucoup aussi dans la façon dont j'ai structuré mon entreprise. Ça se sent aussi beaucoup dans la façon dont je dirige mon association et vraiment dans l'essence même, pour moi, c'était une position, à avoir. Avoir ce parcours de vie et de professionnel que tu nous partages, c'est pas commun. Souvent, on a des chemins tout tracés où, on fait des études, à l'université, à Paris. Après, on essaie de rentrer dans des cases pour, avoir le job qui coche tout. Ça n'a pas forcément été ton cas. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu, un déclic ou des éléments justement qui t'ont amené à avoir un chemin engagé comme le tien? Bah, déjà, je te remercie vraiment pour tes questions parce qu'elles sont hyper pertinentes et ensuite je dirais vraiment, moi, le déclic, ça a été quoi? C'était, le covid et c'est fou parce qu'on se disait que c'était mal tombé et bien tombé. Parce que le covid, ça m'a vraiment, mis une gifle où je me suis dit: «Mais en fait, du jour au lendemain, on peut tout perdre, l'économie peut chuter, tes proches peuvent tomber malades». C'était vraiment, ce déclic-là qui m'a poussée, en fait, à entreprendre à la fin de mes études. J'avais déjà commencé un tout petit peu pendant mes études, c'était des side projects, c'était des activités le week-end, des choses comme ça et je me suis dit: «Mais pourquoi pas, basculer justement à une activité qui elle est permanente?» Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic et en plus de ça, je me suis dit que, j'étais quelqu'un qui finalement un enfant un peu rebelle, je dirais dans le bon sens, où, j'aime pas forcément, faire les choses comme on me dit de faire. Voilà, c'est ça. D'accord, donc dans ton côté rebelle, tu vas nous expliquer aussi un petit peu comment tu as vu le fait de donc toi, tu as choisi directement une réinvention professionnelle sans passer forcément par la case salariat pendant, de longues années pour réaliser qu'au final, tu étais pas à ta place. Tu t'es sentie appelée vers quelque chose, de plus engagé comme on l'a vu. Mais, entreprendre, ça reste quand même une chose qui fait assez peur. C'est un peu sauter dans le vide sans parachute. On dit que la plus grande peur et tu le dis toi-même sur ton profil que c'est la peur d'entreprendre, le manque de ressources financières et le manque d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 peurs et s'il y en a une qui a été vraiment, dominante chez toi et comment tu y as fait face? Moi, la peur sur laquelle, j'ai vraiment, je dirais, bah, sur laquelle j'avais vraiment, une réticence à entreprendre, c'était la peur des ressources financières, principalement. Parce que quand on est dans cette société, on voit que tout est presque dicté par l'argent, dans le sens où, tu vas sortir, il faudra que tu payes ton transport, tu vas devoir téléphoner, il faudrait que tu payes ton abonnement, tu vas dormir quelque part, il faut que tu payes un loyer. Et en fait, c'est vraiment tous ces conditionnements de la société qui ont fait que j'ai eu peur d'entreprendre en me disant: «Mais en fait, demain, j'ai pas de salaire, comment est-ce que je paye mon loyer?» Et
Ça, c'était vraiment la principale peur. La peur d'entreprendre, ça, c'est toujours le cas, hein. Heu, on est toujours un peu imposteur à chaque fois qu'on essaie quelque chose de nouveau, qu'on essaie quelque chose de plus gros, qu'on essaie quelque chose qu'on connaît pas. On a toujours cette peur qui est là, mais c'est vraiment le fait de dépasser ça qui est important. Et donc, comme je disais, par rapport à la peur des finances, comme je suis étrangère en plus, donc c'était vraiment une pression, pour moi et je me suis rendu compte que j'avais fait 2 ans d'alternance, j'avais énormément travaillé pendant mes études. En fait, j'avais cumulé, une vraie, une bonne allocation chômage qui me permettait de me lancer et de me reposer pendant quelques mois avant de réellement lancer mon activité et c'est ça qui m'a un peu sauvé la vie parce que je me suis dit: c'est trop bien de pouvoir, ne serait-ce qu'avec un revenu mensuel qui est un peu minimum, de se mettre sur une activité qui nous épanouit et une fois qu'on sent que c'est le truc, là, on peut se lancer à fond, quoi. Et justement, comment tu as senti que c'était le truc et comment tu as fait pour te lancer à fond? Alors, moi, ce que je dirais tout le temps, le conseil, c'est vraiment de tester, tester, tester et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plusieurs activités. J'ai fait de la création de contenu, je me suis mise dans des agences de com sans vraie expérience. J'ai fait un peu de marketing, j'ai fait de la gestion de base de données et cetera. J'ai testé, tout ce qui était associatif et je me suis dit à un moment: «Je pense qu'il y a une solution à pouvoir proposer, par rapport aux problèmes auxquels moi-même je fais face», qui est que, je ne sais pas comment structurer mon activité et j'ai envie d'être dans une vocation sociale qui m'épanouit et c'était à ce moment-là que, j'ai réussi vraiment à savoir c'était quoi, l'activité de mon entreprise qui serait, pertinente et puis, vraiment viable pour moi et c'était donc, l'incubateur, Solideur. C'est là où vraiment j'ai senti que c'était l'activité à développer du coup. Et quelle étape, du coup, tu as, pris pour, développer ton activité? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu en es et comment ça avance? OK. Du coup, moi, ma première étape, c'est que je me suis mise en indépendante au début. C'est que je faisais des prestations en B2B pour, des entreprises et cetera. Donc ces prestations en B2B, c'était vraiment de la gestion de base de données, de la saisie de données, remettre à jour du phoning, de la prospection commerciale. Je le fais toujours, mais en plus de ça, j'ai rajouté vraiment le côté, formation où je me suis dit: «J'ai envie de donner des formations, j'ai envie de d'apprendre des choses à d'autres personnes» et comment je me suis organisée pour ça? C'est que je suis allée voir et j'ai audité ce que, les concurrents, pouvaient faire. Donc de un, les concurrents directs, donc toutes celles qui sont un peu dans la formation, toutes celles qui lancent des activités pour les entrepreneurs ou qui lancent des activités pour les porteuses de projets et cetera. Puis ensuite, je suis allée voir les concurrents un peu plus indirects, donc tous ceux qui sont du domaine, de l'entrepreneuriat social, les gros incubateurs, hem vraiment tout ce monde-là, c'était vraiment un gros travail d'audit et de prospection. Ensuite, je me suis dit: «Bon, il faut développer, maintenant une offre par rapport à ça». Donc j'ai fait un premier test, c'est que je suis allée, interviewer, plusieurs femmes. Donc qu'est-ce que vous attendez dans ces formations? Qu'est-ce que vous souhaitez voir et cetera? Puis, là où toi et moi, du coup, on s'est rencontrés, c'était vraiment, ce côté où il fallait lancer une session de formation test pour voir si les modules techniques étaient assez remplis, assez, suffisants et donc pendant que je lançais cette formation test, j'avais intégré un incubateur vraiment par hasard. J'ai intégré un incubateur et c'est comme ça que les choses se sont accélérées. Donc il y a à peu près 3 4 mois, où là, je suis vraiment dans le développement de l'entreprise et dans le stade dans lequel je suis, c'est, le stade où en fait, je vais bientôt lancer mon offre officielle. Donc il y a toute cette démarche marketing et cette démarche commerciale à adopter qui est d'aller chercher ses clients, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu nous expliques parce que, du coup, moi, j'ai à cœur, d'interviewer des entrepreneurs de différents horizons, de différentes origines, avec différents projets et à différents stades, pour, justement mettre en lumière que, tout ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il y a des étapes clés et toi, tu nous expliques, hyper bien le fait de faire une phase, d'audit slash étude de marché pour, Mmh mh. voir, la concurrence, pour voir aussi leur positionnement et comment toi tu pouvais te différencier. Mmh mh. Aller voir aussi du côté bien sûr, des, consommateurs, de tes clientes idéales, de tes clientes idéales, de, quels sont leurs besoins parce qu'en fait, ton offre, elle peut être la meilleure du monde si en fait elle répond pas à un besoin, de marché, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est ta phase, de test que tu nous as expliqué et ensuite la phase de validation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien eu ton idée, il faut la valider auprès de vraies, personnes qui sont prêtes à payer pour, rentrer dans ton programme et ça, c'est une phase hyper importante
qu'on oublie souvent. On pense qu'en fait, du jour au lendemain, on a l'idée et bim, on se lance, ce qui est pas forcément le cas, comme l'explique Audrey et c'est hyper bien que tu puisses le partager, aujourd'hui avec, les auditrices. Ça permet de voir que, et ben, justement, ça prend du temps et en Mmh. parlant de temps, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en ton cheminement, combien de temps ça a mis pour aller de cette phase 1 de la concurrence à, bah, la phase, 5 où tu vas lancer ton offre, officielle, là, à la rentrée apparemment? Bah, écoute, en termes de temporalité, moi, je suis allée assez vite parce que, je suis vraiment pressée par le temps et par tout ce qui est administratif, tu vois? C'était vraiment ces questions de statut étrangère, le fait que, moi, je touche même plus mes allocations, mais je les ai, reconverties en capital carrément, tu vois? Comme ça, je peux me lancer, sereinement. Mais j'ai du coup été pressée par le temps et c'était une super chose parce que tu exécutes très vite et c'est vrai que dans l'incubateur, on nous avait dit aussi: «Essayez de trouver des tâches que vous pouvez exécuter maximum en 24 heures». Et donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «C'est vrai que plus vite j'exécute, plus vite j'avance sur autre chose». Et ça, c'était hyper important et donc je dirais qu'entre la phase de prospection, audit et cetera et la phase, de lancement officiel, j'ai laissé écouler, je dirais entre 6-7 mois quand même. Parce que, du coup, moi, je voulais prendre du temps aussi avec les personnes que j'interviewe. J'avais vraiment, pris des cafés même parfois avec certaines personnes. Je suis vraiment allée à des événements et cetera et c'est vraiment cette phase-là qui est même assez longue, je dirais. Mais après donc tout ce qui est exécution, type, faire des sessions tests qui durent, 1 semaine, puis ensuite prendre des feedbacks, puis ensuite devoir retravailler les vidéos, faire des choses comme ça c'est assez rapide et comme je dirais, vraiment les phases d'exécution pour moi, ça devrait être entre 6 mois à 1 an, quoi. Du coup, là aussi, tu nous mets en avant l'importance d'exécuter, c'est-à-dire de passer à l'action pour éviter d'avoir, 1000 et une pensées et de revenir dessus, de nombreuses fois. Mais je pense que tu as quand même eu 1000 et une pensées. Est-ce que tu peux nous partager ton plus gros doute, que tu as eu ou que tu as encore par rapport à ton projet et comment tu y as fait face? Mmh mh. Ah bah, c'est vrai, hein. Je pense qu'on doute presque tous les jours, je dirais. Entre la première fois où j'ai douté et là, ça avait pris beaucoup de place en me disant: «Est-ce que je me lance dans un vrai truc?» Je pense que j'ai toujours des petits doutes, donc je sais pas si ça va marcher, mais il faut quand même que je tente. Je me dis il y a des moments où vraiment je me dis: «Mais je vais reprendre un contrat, en fait». On est arrivé à un stade où il faut que je reprenne un contrat. Et ce qui est important, c'est vraiment de rebondir dessus et de se dire: «Mais il y a toujours une raison pourquoi on a été amené à faire ça» et même dans les phases de doute comme ça, moi je me dis, même quand je doute et que je me dis: «Bon cette fois j'ai pas facturé énormément ce mois-ci, c'est pas grave, j'essaie de rattraper le mois d'après». Il faut vraiment rebondir à chaque fois sur ce type de réflexion parce que les doutes, je pense qu'on en a tout le temps. Même les plus gros entrepreneurs, je pense qu'ils en ont tout le temps. Ça fait 4 mois que je suis sur mon nouveau projet, mais ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai entrepris dans l'associatif ou et cetera et j'ai toujours des phases de doute où, tous les jours, il y a un partenaire peut-être qui nous lâche, tous les jours, il y a, cette personne-là qui part, tous les jours, il y a, de nouveaux challenges, en fait. Tu nous as expliqué différents volets de phases de doute et je pense, comme tu dis, que en fait, le doute, il ne disparaît jamais. C'est vraiment d'apprendre à, eh bien, à danser avec lui et à savoir, se faire confiance aussi et passer à l'action comme tu nous l'as expliqué. Mais l'aventure d'entreprendre comme tu le fais et de réinventer sa vie professionnelle, ça se fait rarement seul. Tu nous as dit que tu avais, intégré un incubateur. Est-ce qu'il y a d'autres, personnes qui ont été tes guides ou est-ce que tu as des belles rencontres à nous partager? Ah oui, carrément. Dans l'entrepreneuriat social, pour moi, ce qui est très important, c'est la communauté. Donc le fait de se connecter aux gens, de vraiment, partager des bonnes vibes et cetera et vraiment les personnes que j'ai rencontrées et qui ont été déterminantes dans tout mon chemin, déjà principalement, c'est mes frères. Mes frères parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue dans la vie quotidienne. Donc quand, je savais que c'était un peu chaud au niveau de mes revenus mensuels, bah, mes frères, ils m'ont aidée. Vraiment mon entourage est assez fort donc mes amis aussi ont été, très importants dans les débuts de mes lancements parce que c'est eux qui ont, repartagé sur leurs réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a un truc nouveau, ben, ils le repartagent. Quand ils peuvent en parler, ils en parlent à leurs autres amis et c'est comme ça qu'au début, ben, vraiment de bouche à oreille, j'ai pu, du coup toucher d'autres personnes aussi et l'incubateur pour moi ça a été hyper, important parce qu'on a vraiment cette solitude en tant qu'entrepreneur. On n'a pas tous nos amis ne sont pas entrepreneurs.
sauf si vous avez de la chance et vos amis sont entrepreneurs et que vous êtes le quatrième ou le cinquième, mais tous nos amis ne sont pas entrepreneurs et quelque part, moi, j'ai vraiment senti ce décalage avec son entourage et le fait d'entreprendre et je dirais que vraiment, des rencontres qui m'ont poussée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'était un collègue, qui était, au sein de mon alternance, de mon entreprise d'alternance et ce collègue-là, il m'a demandé: «Ben, qu'est-ce que tu fais après l'alternance?» Et moi, je lui ai dit: «Bah, écoute, je vais trouver un contrat, dans ça, et cetera» et il me dit: «Mais moi, je te suis depuis un moment, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais et ce que tu nous partages au quotidien. Est-ce que ça te dirait pas d'entreprendre et de te lancer, quoi?» Il a dit: «Moi, je connais quelqu'un, il a pas forcément une boîte qui fait des millions, mais il est très, très bien dans ce qu'il fait et il a les clients qu'il faut et il est bien dans sa vie». Donc il a dit: «Si c'est ça dont tu as peur, ben, je pense que c'est pas trop légitime». Et il a suffi de cette parole d'un collègue qui était avec moi en fin d'alternance, qui me voyait changer et cetera pour que, je fasse un vrai switch, dans ma vie, quoi. Et comment t'es venue l'idée justement, de monter ton association? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, pourquoi j'ai lancé mon association? Il y a 2 volets. Il y a le premier qui était le volet très perso. Donc moi, j'avais été, victime d'agressions sexuelles dans la rue 2 fois. Donc une fois, dans ma capitale à Madagascar et une fois, ici à Paris. Donc ça, c'était assez, troublant pour moi parce que je me suis dit, ne serait-ce que je sois à Antananarive ou que je sois à Paris, je me sentais pas en sécurité et que je sois chez moi ou hors de chez moi, je savais pas si j'étais vraiment en sécurité et là, je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose à faire parce que je suis pas la seule à dire ça» et dans au sein de ma communauté, on avait aussi la culture qui prenait, beaucoup le dessus. Donc j'avais beaucoup de copines qui disaient: «Ouais, bah, ma famille, elle pense ça et cetera. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça». Et c'est le recoupement de plein de petites histoires qui m'ont poussée, en fait, à lancer mon association en me disant: «Bah, non, il y a pas d'association de droits de femmes malgaches qui est vraiment, qui se revendique féministe et qui n'a pas peur de se revendiquer féministe». Du coup, c'est pour ça que j'ai créé, mon association avec l'idée de créer aussi une coalition avec d'autres, associations, pour le droit des femmes ou pour le droit, des enfants aussi beaucoup. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la mission, de ton association et des différentes, causes ou domaines sur lequel elle œuvre? D'accord. Alors, l'association s'appelle Malagasy Women Empowerment et elle vise à lutter, pour les conditions et les représentations de la femme malgache, dans la société, donc que ça soit à Madagascar ou dans les diasporas. Donc quand j'entends diaspora, c'est si on a des femmes malgaches qui habitent au Canada, qui habitent au Luxembourg, qui habitent, voilà, en Asie et cetera et en fait, dans les missions de notre association, on lutte déjà principalement pour les conditions parce qu'on a, créé un centre en fait, de santé sexuelle et reproductive où, on éduque, des bénéficiaires autour de ces thématiques-là. Donc tout ce qui est biologique, tout ce qui est famille, tout ce qui est accouchement, grossesse, violence conjugale et cetera. Puis on a tout le côté aussi, ben, conditions avec, on distribue des serviettes hygiéniques réutilisables dans plusieurs régions. On essaye de financer des initiatives autour de l'environnement, de la culture, du sport, de la jeunesse et cetera, mais toujours, ben, dirigées par des femmes où la participation féminine est encore trop faible et puis on a tout le côté représentation et le côté représentation, ça vient tout simplement d'une recherche Google que j'ai faite un jour. C'est, où on tape, «femmes malgaches» et on va retrouver que des sites autour du travail du sexe à Madagascar, du tourisme sexuel, on va retrouver, les femmes malgaches sont des femmes faciles et puis on tape hommes malgaches et là on retrouve des politiciens, des chanteurs, des grands, développeurs web, des entrepreneurs et là où je me suis dit: «Ne serait-ce qu'un seul algorithme nous a montré la grosse différence de représentation entre, les femmes malgaches et les hommes malgaches» et c'est pour ça qu'on a insisté sur ce volet où il fallait, je dirais même briser l'algorithme, où on a, là une représentation qui est forte, des femmes qu'on voit pas, donc les femmes de ménage, les travailleuses du sexe aussi, celles qui travaillent au marché et puis les autres qui sont, bah, les entrepreneurs, les chanteuses, les célébrités. Et du coup, tu nous as parlé de ton association, mais aussi de ton projet d'incubateur, solidaire. Comment tu relis les 2 aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'ils sont reliés ou est-ce que tu fais des liens entre eux? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, là pour le premier pas, j'ai pas fait de lien forcément entre l'association et Solidaire, mais avec, l'association puisqu'on est plusieurs dans l'équipe
équipe, on s'est dit que ça serait pertinent justement de faire un lien et du coup de pouvoir accompagner les femmes malgaches qui sont, ici en France ou éventuellement en Europe, autour de programmes, voilà, qui veulent lancer aussi des associations, des entreprises, des business éthiques et cetera et donc l'idée, c'est, qu'on puisse, partir de ce vivier qui est des femmes malgaches de la diaspora, et puis qu'on puisse, du coup les leur proposer différentes solutions d'accompagnement, en fait. Si tu es étudiante, on pourra te proposer une solution par rapport à ta vie étudiante. Si tu es en fin d'études, on pourra essayer de te proposer des solutions sur le salariat ou sur l'entrepreneuriat et puis c'est à ce moment-là que moi je sentais, qu'il fallait que je me greffe du coup, que je greffe l'incubateur, à ce volet-là. D'accord. On parle aussi souvent, quand on parle d'entrepreneuriat social ou de milieu associatif, on se dit que c'est quelque chose qu'on fait à côté. Ça peut rarement être un projet à 100%. Du coup, ça veut dire un projet qui nous fait vivre. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Et est-ce qu'il y a des solutions que tu peux nous expliquer, même si tu l'expliques, je sais, dans ton programme d'incubation? Est-ce qu'il y a des moyens pour vivre de son projet à impact de son projet d'entrepreneuriat social? Oui. Alors, déjà, principalement, moi, ce que je pourrais, vous suggérer, si vous vous lancez vraiment type une association, c'est un programme qui s'appelle Assopreneur. Elle est top, c'est, voilà, c'est Claire et Chloé qui ont lancé un programme pour toutes les personnes qui veulent être déléguée générale, directrice générale d'une association et elles expliquent dedans, tous les mécanismes adoptés, pour une association, si on est sur une structure associative et ça, c'est hyper important parce que le fait d'être accompagné en tant qu'association, ça t'ouvre les yeux sur les possibilités que tu as pour te rémunérer et moi, mon regret d'il y a quelques années, c'est de ne pas avoir compris qu'on pouvait se faire rémunérer et qu'on pouvait, du coup délivrer des produits ou des services en tant qu'association. Si je l'avais su un peu précédemment, j'avoue que j'aurais peut-être fait les choses autrement et j'aurais, voilà, vendu des produits, vendu des services pour être à 100 dessus. Par rapport à une structure sociale, il y a toujours des possibilités et je rencontre beaucoup de gens justement qui le font à 100 et du coup qui ont un modèle économique qui est assez spécifique. Soit donc c'est une association qui est en parallèle d'une entreprise, donc il y a le côté, il y a le côté tout le côté subvention, fondation qu'on retrouve et le côté service de l'entreprise. Soit c'est des structures qui font le pari d'avoir une entreprise qui, tout de suite a vocation sociale et qui trouve les bons clients, moi je dirais, type des grandes entreprises, qu'ils arrivent à engager justement dans toute, leur structure sociale. Donc par rapport à ça, moi en termes de solutions, ce que je pourrais proposer, c'est d'aller voir des modèles qui existent par rapport au social surtout, l'entrepreneuriat social et d'aller essayer de se faire accompagner, très vite au début, si on a des doutes sur, comment rendre ça, rentable. Et est-ce que du coup, tu as des exemples de modèles, économiques, rentables ou de grands noms, toi, qui t'ont inspiré sur cette partie-là? Ah oui, carrément. Je pourrais surtout te dire Meet My Mama. Donc, Meet My Mama qui, j'ai vu a le côté association, donc qui est de former les femmes autour de la cuisine, de la qualité du service traiteur et cetera, de se rendre visibles aussi et parfois même c'est elles qui vont au stand, qui tiennent les stands et puis, tout le côté, ben, traiteur, de proposer à des entreprises des événements et cetera, un traiteur, d'entreprise et j'ai trouvé ce modèle mais ça m'a vraiment, touchée énormément parce que j'ai même contribué à leur levée de fonds parce que je me suis dit: «Avec, ces 2 modèles-là, ils ont prouvé». C'est vrai, on peut pas penser à ça tous les jours, mais un volet très spécifique comme ça, ben, en fait, ça ouvre les yeux sur le type de modèle qui existe et la deuxième, je dirais, c'est qui est un peu plus profil financier, hem, c'est Lita.co donc, c'est là où c'est de l'investissement participatif. Généralement, ce sont des structures, autour de la responsabilité, éco-responsabilité. On peut retrouver Emmaüs Solidaire, on peut retrouver, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, Meet My Mama, d'autres entreprises, d'autres startups qui ont besoin de levée de fonds et c'est toi, en tant que citoyen, ben, qui peut financer, ces levées de fonds et ça, on a encore un autre modèle, qui est hyper vertueux, donc qui mêle finance et responsabilité. Hyper intéressant et hyper inspirant. C'est vrai que Meet My Mama, moi, ça avait été un des avec les 3 cofondateurs, je les trouve, hyper, novateurs et avec une mission hyper forte. Donc je pense que ça va en inspirer beaucoup et merci aussi pour ton partage sur l'ITA. Je pense que c'est un autre modèle qui pourra aussi, donner des idées à beaucoup, d'entre nous. On parle aussi de réinventer sa vie quand on a un certain âge. Du coup, moi, les femmes que j'interroge, elles ont souvent, dépassé la trentaine.
Je pense pas que ce soit ton cas. Comment, avec ton plus jeune âge, tu arrives à asseoir tes compétences et à faire face au syndrome de l'imposteur? Parce que du coup, dans le monde de l'entrepreneuriat au féminin, il faut quand même savoir s'imposer et faire passer ses idées. Et je pense que c'est encore plus le cas dans l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu fais ça? Vraiment, je fais un partage aujourd'hui, c'est que c'était très difficile, au départ parce que je suis une fille, je suis jeune. Là, comme tu disais, je dépasse pas la trentaine, moi j'ai 25 ans et c'était très difficile parce qu'on s'adressait très souvent à des grands dirigeants d'entreprise, souvent des hommes qui ont plus de 50 ans. On était avec face à des partenaires qui voilà, qui étaient un peu machos même parfois sur les bords et du coup, pour justement amener tout ce volet femmes, tout ce volet, parité, le volet égalité et cetera, on j'ai vraiment ressenti qu'au départ, on me disait: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette petite, quoi?» Et c'est après que et du coup, tu as le syndrome de l'imposteur comme tu dis, c'est vraiment à un moment tu te dis: «Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas ma place dans l'entrepreneuriat, je suis beaucoup trop jeune, je suis une femme». C'était le moment où il y avait pas encore énormément de mouvements féministes très connus et du coup, je me suis dit que voilà, que peut-être que je m'entêtais à faire quelque chose, sur lesquels j'étais pas bonne. Ça, c'était vraiment ça. Mais après, comment j'ai réussi à le faire? C'est que je me suis rendu compte quand, un partenaire ou quand un client m'a fait confiance et que oui, c'était un homme qui avait plus de 50 ans, qui pouvait, aussi être dans les stéréotypes que je venais d'énoncer tout à l'heure, et qui m'a donné la chance une fois, il a bien vu que c'était les compétences après qui primaient, quoi. C'était ma façon d'exécuter, ma rapidité d'exécution, c'était, le respect aussi de la relation partenaire. Donc comment est-ce que mes clients, ils se sentent, vraiment, chouchoutés, je dirais, donc ce que je fais et c'est ça qui a primé et c'est comme ça qu'après il y a eu des recommandations parce que quand, tu as un dirigeant d'entreprise qui a dit: «Ben, j'ai travaillé avec elle, ça s'est très bien passé, bah, je suis impressionné par, la qualité du travail» ou «Je suis impressionné par sa capacité à rebondir même si à un moment c'était pas bon». Tu sens que tu gagnes aussi en légitimité auprès des autres et ce qui est le plus important, moi ce que je dis, c'est que tu ne fais pas le choix d'entendre, donc tous les bruits parasites, mais tu fais le choix d'écouter. Donc quand tu sens que c'est une personne, qui t'a donné la légitimité dans ton travail, faut que tu te reposes sur ce qui est vraiment factuel et tu te dis: «Cette personne, elle a été contente de travailler avec moi, donc j'ai des raisons de continuer ce que je fais aujourd'hui». Tu as parlé de partenaire et de cette relation qui est hyper importante. Comment est-ce qu'on fait, entre guillemets, «on débarque dans le milieu associatif», qu'on est jeune, qu'on est une femme, comme tu l'as expliqué, pour trouver un partenaire, des partenaires et les convaincre? Est-ce que tu peux nous donner des astuces qui pourraient servir à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat social, bah, ou pas? Parce que le partenariat, au final, ça peut marcher pour tous les types de Tout. modèles. Alors moi, ce que je dirais, c'est déjà d'aller, vers un partenaire en se sentant légitime. Donc, quitte à faire un petit, fake it until you make it, comme on dit, c'est vraiment montrer qu'on a quelque chose à proposer sur la table et moi, ça m'est arrivé 1000 fois de me prendre des bâches, hein, du style, «Non, non, non, votre projet, il est trop jeune, truc est trop immature et cetera». C'est pas grave, mais l'idée, c'est d'arriver là-bas avec un dossier, d'être propre, d'être structuré, d'être poli et voilà. Donc moi, ce que je dis toujours au niveau des partenariats et quand on a envie de les créer, c'est déjà d'être en confiance sur ce qu'on propose par rapport au partenariat et par rapport à nos valeurs à nous et puis ensuite de se réadapter face à la réponse du partenaire. Parce que j'ai fait une petite erreur dans les débuts. Moi, ma petite erreur, c'était d'emmener mon père. Donc oui, OK, je suis contente d'entreprendre, mais j'emmène mon père à côté. Donc finalement, la dame, elle m'a dit, super bienveillante, elle m'a dit: «Quitte à le faire, ne laisse plus ton père prendre les appels, ne viens plus avec lui, il doit pas t'attendre au rez-de-chaussée, il faut que tu viennes de toi-même». Et là, je me suis dit, bah, quand elle m'a dit ça, elle avait tout à fait raison. Elle m'a dit: «Regarde, moi, je t'écoute. Quand tu m'en parles, tu sais ce que tu dis, donc pourquoi est-ce que tu vas, venir avec d'autres personnes pour, légitimer ce que tu fais?» Et c'est comme ça que du coup, je pourrais dire quand on va voir un partenaire, faut être en confiance totale avec ce qu'on propose. Hyper intéressant. J'aime bien souvent parler aussi des challenges qu'on a rencontrés ou des choses qu'on n'aurait pas faites, comme on l'a fait. Est-ce que tu voudrais revenir sur, une expérience, un challenge ou un échec que tu as eu et que tu voudrais nous expliquer et qui t'a permis de rebondir? Oui, alors ce challenge dont je vais parler, c'est un peu, je vais dire shady parce que les gens peut-être s'ils écoutent ça, ils vont se reconnaître. Mais moi je prends un challenge, je suis allée voir une grosse structure, il y a à peu près, 1 an et demi, 2 ans peut-être avant le covid pour, présenter un projet qui avait besoin d'un financement.
Donc quand je suis arrivée là-bas, déjà, ils ont dit: «On va mettre le projet de côté, on s'en fiche ce projet-là, on va parler d'autre chose». Donc OK, super l'ambiance et c'est là où j'ai senti que le rapport, il était vraiment, assez compliqué parce que la personne en face, au final, voulait même pas écouter mon projet. À la fin de ce rendez-vous-là, je me suis sentie hyper mal. Je me suis dit: «Mais en fait, si cette personne-là me dit ça, c'est que le projet tient pas la route, on n'aura jamais de financement si cette grosse structure, elle nous dit ça» et cetera. Puis, pour te dire, 3 ans plus tard, c'est la structure elle-même qui m'a invitée, pour venir, lors d'un événement. Je suis pas revenue vers cette structure, en fait, pendant 3 ans. Je me suis dit: «OK, je me suis pris un bash, c'est pas grave, je vais faire mes choses de mon côté» et quand j'ai fait mes choses de mon côté et que ça a bien évolué, finalement la structure est venue m'inviter 3 ans après, tu vois? Donc c'est sur le coup, tu te sens super mal parce que tu te dis, les gens s'en foutent un peu de ce que tu racontes et après, ben, il suffit de quelques mois, de quelques années et c'est elles qui reviennent vers toi finalement. C'est hyper intéressant, surtout de voir que comment l'échec, à un moment, peut se transformer ensuite en une opportunité. Je pense que ce sera, une belle leçon à retenir. Sur le parcours aussi de réinvention, on a souvent beaucoup de choix à faire. Est-ce qu'il y a un moment où tu as dû dire non à quelque chose dans un de tes projets pour dire oui à autre chose? Alors moi, je suis une personne, j'ai du mal à dire non. Il y a que très récemment que j'ai vraiment appris à dire non. Il y a un moment, j'avais plein de choses en même temps. J'avais l'association, j'avais mes prestations, j'avais le début de l'incubateur, et cetera. Et mon défaut, ça a été de dire oui à une prestation de trop parce que je l'ai raté et le client, il n'était pas content et du coup, je me suis sentie super mal. Et c'est pour ça que quand tu parles de savoir dire non, et cetera, c'est hyper important dans son chemin, entrepreneurial parce qu'on a envie d'être partout. On est super content de pouvoir paraître partout. On est content d'être sollicité par, tel monde et cetera. Mais finalement, il faut qu'on fasse un vrai choix et ce choix-là, c'est toujours difficile parce que tu as l'impression de rater quelque chose, donc un peu le FOMO effect, hein. En refusant, plus de prestations freelance, j'ai pu, mieux développer mon entreprise. Donc c'était vraiment ça, puisque j'étais freelance formation, j'ai mieux développé les formations que le freelance. Du coup, tu nous parles de tes différentes casquettes. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu gères, ton temps, ton organisation entre ces différentes facettes? J'ai adopté certains réflexes depuis la création de l'association. Au début, on était une association assez calme, tout se passait assez doucement et cetera. Puis un jour, on a eu un gros boom, on a eu énormément de sollicitations, on a eu énormément de projets qui sont tombés d'un coup, plein de choses comme ça, plein d'opportunités et j'ai failli faire un burn-out et c'est là où je me suis dit: «Bon, il faut vraiment que j'apprenne à me réorganiser» et comment je fais, c'est que, par exemple, je vais prendre, les appels entre telle et telle heure et seulement sur quelques jours. Même si tu m'appelles à 22 heures, je vais prendre. Mais ça, je l'ai plus fait. Donc c'est vraiment de dire, par exemple, entre 14 heures 19 heures, c'est considéré que pour les appels, du lundi au mercredi. Entre, telle heure et telle heure, je me consacre à mon entreprise. À telle heure, je vais faire les appels à projets de l'association et plus on prend des réflexes, plus on se rend compte qu'il y a des tâches qui sont pas aussi importantes que d'autres. Donc il y a des tâches sur lesquelles je peux passer 15 minutes au final, type répondre à des mails et je le fais en une fois ou il y a des tâches qui prennent un peu plus de temps, type les appels à projets où il faut vraiment réfléchir, faut vraiment bien rédiger, faut rendre des choses propres et cetera. Donc là, au niveau de l'organisation, c'est comme ça que je me gère et la deuxième, c'est si je peux éviter les déplacements, donc je le fais. Si je peux éviter et qu'on peut régler un appel sur 15 minutes, je préfère prendre un appel et faire une visioconférence que me déplacer et puis perdre, imaginons 2h30 dans un transport. C'est hyper, intéressant, je pense, cette manière de s'organiser en blocs de temps, qui te permet aussi de structurer tes différentes, casquettes et de rester focus, pour éviter de t'éparpiller. C'est vraiment enfin, quand on est multipotentiel, entrepreneur comme toi, c'est, hyper important et c'est un conseil, qui va beaucoup aider, je pense aussi. Donc Mmh. c'est ce que j'applique aussi moi personnellement, donc c'est, je pense la manière, de gérer en bloc de temps, c'est quelque chose à retenir. Et Mmh. justement, tu nous parlais aussi du fait que, bah, à un moment, tu en pouvais plus en termes d'énergie, tu as même failli faire un burn-out. On dit que la réinvention professionnelle, la découverte d'un nouveau chemin entrepreneurial, c'est vraiment comprendre qui on est et apprendre à se connaître. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur toi, que tu ne pensais pas découvrir et que tu veux nous partager? Ah oui, carrément. Alors moi, à la base, je suis quelqu'un de très, j'aime beaucoup le contrôle parce que ça me permet en fait de ne pas perdre, je dirais la main sur ma vie.
Donc j'étais beaucoup dans le contrôle. Je savais précisément à la fin de ma licence que je devais faire ci et qu'après je devais prendre une alternance et après l'alternance, je me laisse 2 mois et je vais prendre un contrat et je vais faire ci et cetera. Et en fait, covid plus la possibilité du burn-out, plus, le fait de ne pas trouver de contrat, ça m'a vraiment réveillée et je me suis dit: «C'est important de savoir lâcher prise». Parce que, quand on est tout le temps dans le contrôle, déjà, on ne voit pas comment les choses peuvent avancer autrement. On n'arrive pas à enlever le voile qui est devant nos yeux, qui est en fait d'autres opportunités dans la vie. C'est ça que j'ai vraiment appris dans mon chemin, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir le contrôle sur tout. Et comment tu fais justement face au fait que tu n'aies pas le contrôle? Ah oui, sur le fait que j'ai pas le contrôle, alors récemment, début des 2022, je me suis dit: «Tout ça, ce sont des sentiments qui passent, quoi». C'est des sentiments qui viennent et qui repartent et cetera et moi, il y avait des moments où je j'arrivais pas à me lever de mon lit parce que j'étais tellement prise par le doute, la peur, ça me prenait tellement, j'arrivais pas à sortir du lit et au final, quand tu arrives pas à sortir du lit, tu te sens mal et ça, je me suis dit: «Il faut que je me défasse de tout ça». Que quand j'ai pas le contrôle, il faut que, j'accepte mes émotions et que, j'avance sur autre chose. Si c'est ça qui est une source de stress pour moi, j'avance sur autre chose. Mais, je me laisse plus bouffer en fait par, toutes mes émotions et par la tristesse et le fait de, finalement ce partenaire a annulé et cetera, quoi. Tu évoques, une notion hyper, intéressante qui sont les émotions. En fait, quand on entreprend, on parle souvent de, la stratégie, la structure, les méthodes, les étapes. Du coup, on est beaucoup dans le faire. On parle, très peu souvent de l'être parce que, dans notre société occidentale, on n'apprend pas à être, on fait, on est conditionné pour faire et la gestion des émotions ou plutôt, l'accueil des émotions parce que la gestion, j'aime pas du tout ce mot, on les gère pas les émotions, on les accueille en fait. C'est des niveaux d'énergie, qui viennent en nous. C'est quelque chose qu'on découvre souvent quand on se retrouve, face à nous-mêmes, quand on se retrouve entrepreneur et qu'on n'a jamais appris à, accueillir dans toute son enfance et dans toute son expérience. Toi, tu nous dis que c'est quelque chose qui t'a assez affecté. Est-ce que tu as des astuces ou des choses que tu as mises en place justement pour surfer sur les vagues émotionnelles de la solo-entrepreneur, entrepreneur Mmh. social à la tête d'une association, d'un incubateur, de 1000 choses et de 1001 projets? Alors, ce qu'il faut faire pour moi et je pense que c'est la chose qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est que au delà de ces projets, il y a autre chose et ça m'a vraiment poussée, en fait, à pouvoir, comme tu disais, surfer sur mes émotions parce que quand je me sentais mal, je me disais: «Mais en fait, je vais aller voir mes amis, je vais aller sortir, c'est pas grave, je vais aller faire du sport». Je suis quelqu'un qui, attache beaucoup d'importance aussi à l'hygiène de vie, donc c'est pour ça que je me dis: «Il y a toujours un point sur lesquels, tu peux aller quand tu te sens vraiment mal» et il y a des moments, je me dis: «Je préfère aller prendre une bouffée d'air fraîche plutôt que de rester devant mon ordi et de me frustrer en me disant: «J'arrive pas à publier des choses, j'arrive pas à créer ma newsletter ou j'arrive pas à avoir de nouveaux clients». L'idée, c'est vraiment de pouvoir, non plus je dis pas non plus fuir ses émotions, mais de trouver, un peu un moyen un peu une échappatoire en fait, quelque part, qui peut être une échappatoire tout à fait saine, hein, qui est d'aller sortir, voir ses amis, rigoler, appeler quelqu'un, appeler ma mère, appeler mes parents ou encore, du coup, de partager aussi de beaucoup le journaling aussi. Donc, d'écrire ses émotions, d'écrire, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a ressenti et puis de prendre du recul dessus. Tu nous montres bien en fait, la manière, de surfer sur la vague parce qu'en fait, il y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a, la manière dont on se sent par rapport à ces émotions et certaines d'entre elles peuvent nous procurer du plaisir et d'autres peuvent nous mettre dans des états plus inconfortables. Donc, le fait de les accueillir et de faire autre chose, je pense que c'est une astuce qui parlera à beaucoup d'entre nous. Le fait d'aller s'aérer, de voir, des personnes qui nous sont chères, c'est hyper important parce que le fait d'être seul dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, qui peut être pesant. Du coup, s'entourer, c'est quelque chose de très, 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 crucial. Tu nous as parlé, du fait que tu avais intégré, un incubateur toi-même, que tu étais quand même assez entouré. Est-ce que justement, il y a, un conseil que tu aurais aimé te donner à la toi d'avant, avant de monter, ces projets? Et si oui, ce serait lequel? Oui, vrai conseil que je me donnerais à la moi d'avant, c'est que c'est OK, de se faire aider.
C'est OK de demander de l'aide et c'est quelque chose que j'apprends, tous les jours parce que, OK, on peut être des femmes indépendantes, qui, sont à la tête de plusieurs organisations ou qui ont des contrats, des carrières établies et cetera et on a besoin de personne. Enfin, on a ce sentiment d'avoir besoin de personne. C'est pas forcément vrai. Toujours OK de demander de l'aide et si les gens aussi sont disponibles à te donner de l'aide, ben, il faut le recevoir, avec plaisir. Et est-ce qu'il y a une phrase inspirante qui t'aide dans ton quotidien ou qui t'a boosté que tu voudrais nous partager? Oui, carrément, il y en a une d'une super, coach business, hein, qui est un peu, je dirais même la reine du game pour l'instant. C'est, The Bee Boost. Donc elle dit toujours: «Mieux vaut fait que parfait» et ça, c'est hyper important et c'est bon à entendre quand tu es quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est: «Vaut mieux fait que parfait» et ça, avant, j'avais vraiment ce perfectionnisme maladif qui était de tout le temps se lancer dans des choses parfaites avant de se lancer. Moi, je dirais: «Non, mieux vaut fait que, parfait». J'adore. On mettra, un petit coucou à Aline de The Bee Boost si elle nous écoute, parce que c'est vrai que je pense qu'elle a inspiré de nombreux entrepreneurs et qu'elle continue encore de faire ça, avec tout ce qu'elle dégage. Et du coup, on va passer à la dernière partie qui s'appelle le funk des idées. Et le concept, c'est que je commence une phrase et que tu la finisses de manière spontanée. Est-ce que ça te va? Parfait, OK. Du coup, avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que Je pouvais faire tout ça, le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était que l'amateurisme, ne me ferait, adhérer personne à ma cause, avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était de devoir retrouver un autre contrat, un peu avec une rémunération plus grande, ma plus grande peur, c'était de devoir, chercher, comment vivre tous les mois. quand j'étais petite, je rêvais que je serais Bah, chef d'entreprise, mais je savais pas dans quoi. ah bah, c'est réalisé du coup. Ouais. Même si même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand Quand, je, me fais une petite tasse le matin et que je réfléchis un peu à mes idées avant de commencer la journée. génial. Ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy justement en ce moment? Ouais, alors moi, je dirais un truc qui me rend vraiment happy en ce moment, c'est cet appel, c'est ce podcast. Je trouve que, tu as vraiment une vibe que tu transmets, dans la façon dont tu poses tes questions et parfois je me pose même pas la question et je me dis: «Mais ça m'a fait tellement de bien, c'était limite thérapeutique de faire ce podcast avec toi» et ça m'a vraiment rendu happy. C'est trop bien parce que le deuxième, donc Happy Healthy, donc est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme que tu veux nous partager ou est-ce que genre ça t'a rendu healthy de faire ce Ouais. podcast peut-être? Alors moi, une habitude healthy que je voudrais vraiment partager, c'est que, récemment, j'ai entendu parler du régime anti-inflammatoire et c'est un truc dont je faisais hyper pas attention. Donc tout ce qui est anti-inflammatoire, moi, je vous le conseille parce que comme ils disent: «Notre second cerveau, c'est notre microbiote intestinal». On mettra peut-être des idées, de menus ou de recettes si tu en as. Moi aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi en ce moment. Et est-ce qu'il y a quelque chose, qui est funky dans ta vie d'aujourd'hui et que tu penses que tu ne pouvais pas faire avant? Alors moi, je dirais, c'est prendre les appels en n'étant pas préparée. Donc moi, avant, pendant le covid, je me préparais tout le temps avant de prendre un appel. Aujourd'hui, même si j'ai les cheveux en bataille et pas la bonne chemise, je passe quand même mes appels et ça, je trouve ça vachement marrant. Et en plus, elles sont trop belles tes chemises, c'est trop tu es trop Merci. funky. Est-ce que pour finir, tu as un message, qui t'est cher à faire passer? Ouais. Alors moi, j'ai un message cher à vous faire passer, c'est que même si les gens autour de vous ne croient pas en vous, c'est important de toujours se lancer, de toujours créer ses idées parce que une personne peut être 10 fois plus talentueuse que vous et elle ne va rien faire, alors que vous, si vous vous lancez, vous allez peut-être avancer 10 fois plus. Et c'est peut-être un truc que beaucoup d'entrepreneurs disent, mais c'est pas anodin, c'est que même si les gens croient pas en vous, il faut toujours croire en vous malgré les critiques et malgré, du coup, les aléas de la vie. Oh yeah! On a vraiment envie de on acquiesce, on acquiesce. Oui. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as des actualités à nous partager? Oui. Alors, si vous voulez me suivre par rapport à mes actualités, principalement donc chez LinkedIn, donc c'est Audrey, Rindria Mandrato sur LinkedIn. Sinon, vous pouvez retrouver l'incubateur, Solidaire sur, Instagram ou sur Facebook. Pareil pour l'association Malagasy Women Empowerment, on est LinkedIn, Facebook et Instagram. Voilà. On mettra toutes, les notes, dans, la description de cet épisode. Écoute, je te remercie beaucoup Audrey pour ce partage, c'était riche en émotions
riche en découvertes et surtout, j'espère que tu as permis à beaucoup de personnes d'apprendre ce qu'était l'entrepreneuriat social et que tu leur as envie d'impacter le monde comme tu le fais. Ah, merci beaucoup. Merci à toi, Nathalie, pour cette plateforme. Et j'espère que tous ceux qui écouteront continueront d'écouter tes podcasts et d'être happy, healthy, funky. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.